Faut-il investir lorsque l'État est au capital? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cet article qui est publié sur mon blog et vous retrouverez le lien vers le blog dans le commentaire épinglé de cette vidéo. On y va tout de suite. Donc là, cet article, c'est plutôt un article d'opinion, hein, mais il y a aussi les faits qui sous-tendent mon opinion. Quand l'État s'improvise actionnaire, il a souvent des grandes ambitions. C'est souvent aussi dans des conditions particulières, sauvetage de fleurons nationaux, entreprises stratégiques, secteurs stratégiques, etc. Mais en réalité, est-ce que ces interventions, est-ce que la présence de l'État au capital est bien bon pour l'actionnaire minoritaire, hein, pour le particulier, pour le petit porteur? On va regarder ça ensemble avec quelques exemples. Alors, on avait par exemple un exemple assez frappant, c'est Air France KLM. Donc, on a eu pendant la pandémie des augmentations de capital, des injections de l'État pour sauver cette activité stratégique. Bon, moi, je doute un peu du caractère stratégique d'une compagnie aérienne, mais pourquoi pas. Donc, en 2020, Air France a reçu 7 milliards d'euros de l'État pour sortir de la crise. Bon, ça se manifeste aussi par une dilution massive, hein, ici on le voit, pour les actionnaires. Donc, alors, il y a eu d'abord les aides, 7 milliards, et ensuite des subventions, et après il y a eu une augmentation de capital pour sauvegarder l'entreprise. Bon, et puis ce qu'on peut noter sur Air France KLM, c'est que c'est pas la première fois qu'on dilue les actionnaires. Ça produit assez régulièrement sur cette entreprise. Bon, et bien évidemment, quand l'État intervient au capital, il n'a pas les mêmes intérêts que, on va dire, un actionnaire plutôt orienté rentabilité, performance de ses investissements. L'État au capital, il a d'autres enjeux. L'enjeu, par exemple, les parties prenantes, comme on dit, c'est-à-dire les salariés, les syndicats à prendre en compte. Les syndicats des pilotes, il est très puissant en France. Les salariés de Air France, ils n'ont pas les mêmes conditions que d'autres concurrents qui sont bien moins disants. Après, où est la limite? Je ne sais pas, mais les salariés d'Air France, quand même, ont des conditions plus avantageuses que celles d'employés de concurrents. Bon, alors, du coup, l'injection au capital de Air France, ça a sauvé la boîte de la faillite. Et est-ce que ça l'a reboosté pour gagner des parts de marché, etc.? J'en doute, hein. Et la stratégie d'Air France, en tout cas, n'a pas aidé à redresser le cours, hein. Donc là, c'est la comparaison entre le cours de Ryanair et Air France sur 10 ans. Alors même Ryanair, si on regarde, c'est pas mirobolant, hein, la progression là, c'est le total return, hein, pour l'actionnaire qui détient l'action. C'est 100% pour Ryanair sur 10 ans, ce qui est médiocre, hein, en réalité, et moins 72% pour Air France. Bon, donc la messe est dite, hein. Et ça, ce sont des choix stratégiques sur une aussi longue période de temps. C'est pas, on va dire, la volatilité du marché, c'est vraiment les choix stratégiques, le positionnement concurrentiel qui font que Air France est un mauvais investissement comparé à Ryanair. C'est dans le secteur, alors j'ai pris ce secteur-là parce que c'est emblématique, hein, le secteur de l'aérien, des compagnies aériennes, c'est un des secteurs les plus difficiles qui soient, les plus concurrentiels, beaucoup de concurrence. En plus, on subit l'évaluation du prix du pétrole, donc ça empêche d'avoir, en fait, ça entraîne une forte volatilité. Donc avec une bonne stratégie, un positionnement cohérent, on s'en sort, hein, même si c'est pas mirobolant, Ryanair. Par contre, dès que vous avez l'État au capital et des choix stratégiques douteux, hop, on s'enfonce directement. Autre cas d'école, beaucoup plus massif, on va dire, c'est EDF. Donc EDF, c'est le fleuron énergétique tricolore, hein. C'est en gros un des plus gros producteurs d'électricité européens, surtout grâce au nucléaire, hein. Donc ça a été nationalisé en 1946. EDF a 56 réacteurs. Et en fait, la boîte, elle alimente non seulement la France en électricité, mais aussi elle exportait du courant chez ses voisins. Donc en fait, vraiment une entreprise, oui, stratégique, et aussi qui a un potentiel énorme de rentabilité, de génération de cash, etc. 2004, l'État a libéralisé le marché de l'énergie. C'est là qu'on a vu aussi apparaître les acteurs alternatifs, style Direct Energy, il y en a eu plein. Bon, ça se reconsolide un petit peu. Et surtout, introduction en bourse de EDF. Donc l'État reste quand même un actionnaire majoritaire, 84% des parts. Donc autant dire qu'en tant qu'actionnaire, vous n'avez aucun poids quand vous étiez actionnaire d'EDF, puisque avec une telle prépondérance de l'État au capital, vous subissez complètement les choix stratégiques de l'État. Et cela étant dit aussi, il y a des lois spéciales, si je ne m'abuse, c'est Florange, qui donne
des participations, des droits de vote doubles à l'État actionnaire. Donc, même s'ils ont une participation plus basse que la majorité, ils peuvent avoir une majorité de droits de vote. Ça, c'est très mauvais pour un actionnaire, évidemment. Bon, alors, le retour d'EDF en bourse, ça a il y a 2 problèmes, en fait. C'est que on est tributaire des choix stratégiques de l'État actionnaire, en tant qu'actionnaire minoritaire, et en plus, c'est un marché régulé. Donc, vous allez subir, d'une part, des choix que vous n'aurez pas fait, des choix stratégiques que vous n'aurez pas fait en tant qu'actionnaire, si votre voix comptait. Mais en plus, l'État peut, par décret, geler des tarifs d'électricité, fixer les tarifs de vente, etc. Il peut aussi rester dans le marché européen de l'énergie ou en sortir, ce qui s'est passé pour l'Espagne. Bon. Donc, en fait, avec ces mauvais choix stratégiques, forcément la rentabilité en souffre et la dette monte, hein, sur EDF. Donc, en fait, la boîte doit être recapitalisée régulièrement par l'État. Pour cette double sanction, on va dire, de l'État actionnaire plus régulateur, on a la même chose sur FDJ, hein, la Française des Jeux. C'est un marché régulé, donc il y a un monopole d'exercice, enfin d'opération sur ce secteur pour la FDJ, et en plus l'État est au capital, hein. Donc gardez ça en tête, hein, et on peut avoir le même destin qu'EDF sur FDJ par exemple. Bon, donc le problème d'EDF, c'est que il y a une dépense en capital massive pour entretenir les réacteurs, pour aussi investir pour l'avenir. Et le problème, c'est que l'État a des injonctions contradictoires. Parce qu'il faut faire les investissements et en même temps, on bloque les prix. On gèle les prix et donc on empêche la boîte de gagner autant d'argent qu'elle pourrait pour réinvestir. Et donc, sanction, hein, ça, c'est l'endettement qui monte. En 2022, on a eu du coup la crise de l'énergie. Alors, c'est paradoxal parce que c'est une entreprise qui produit de l'énergie, le marché de l'énergie était en forte hausse. Le prix de l'électricité était en forte hausse. Donc EDF aurait dû gagner sa vie comme jamais. Par exemple, Total Energy a gagné mais un pognon de dingue sur cette période. Ça aurait dû être le cas pour EDF et pour Engie par exemple aussi. Engie, ça a été un peu plus le cas qu'EDF. Bon, eh bien, en fait, le blocage des prix, toutes les mesures gouvernementales a mis EDF à genoux et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'État a renationalisé EDF en rachetant les parts des minoritaires. Donc c'est pour 9,7 milliards d'euros. Double sanction, hein, parce que c'est le contribuable, hein, l'État. Donc via vos impôts, vous avez épongé les erreurs stratégiques de l'État. Super. Donc EDF, maintenant, ça est donc sorti de la bourse. Et donc il reste toujours des problématiques de dette abyssale, etc. Au moins, vous ne pouvez plus être actionnaire minoritaire. Maintenant, vous subissez les mauvais choix stratégiques en tant que contribuable, puisque c'est vous qui allez payer les divers renflouements, les injections de capital, etc. d'EDF. Donc là, j'ai pris ce cas-là parce que c'est aussi un cas emblématique. Même dans un marché qui est porteur, hein, l'électricité, c'est une thématique majeure de ces dernières années. Si vous avez l'État qui régule et qui est en plus actionnaire, c'est catastrophique. Il y a une citation qui dit si vous confiez la gestion du Sahara à l'État, dans 10 ans, vous vous retrouverez avec une pénurie de sable. Voilà, c'est une boutade qui illustre parfaitement ce cas EDF. Allez, on défocus un petit peu. Maintenant, on va regarder ce qui s'appelle les participations de l'État. Une petite faute d'orthographe ici, excusez-moi. On est sur le portefeuille des participations de l'État qui est géré par l'APE, l'Agence des participations de l'État, qui est en fait tout le portefeuille d'actions de l'État. Et donc, ils ont une voix, ils sont actionnaires la plupart du temps majoritaires, pas toujours, hein, ils ont une participation significative dans ces entreprises. Si vous voulez savoir la liste, hein, c'est ici Thales, Airbus, Safran, Engie, ADP, Orange, Renault, FDJ United, donc la Française des Jeux, Air France et Eramet. Donc, vous pouvez le voir, ce sont des entreprises plutôt stratégiques ou plutôt sur des marchés régulés avec des monopoles, hein, comme FDJ. Air France, moi je doute du caractère stratégique, mais pourquoi pas. Mais ensuite, Thales, évidemment, défense, Airbus défense, Safran aussi, c'est de la défense. L'énergie avec Engie, ADP, l'aéroport de Paris, oui, ça pourrait être privatisé, hein, c'est pas franchement stratégique. Orange, oui, par contre, télécom. Renault, ça n'a rien à faire dans un portefeuille de l'État, hein. Stellantis, c'est complètement privé, donc pourquoi est-ce que l'État est toujours sur Renault? Après, ça c'est au gré des sauvetages. Après, Eramet, c'est l'approvisionnement en minerais, quand même, ça peut être stratégique, d'accord, mais bon. Bon, alors si on regarde les performances ici, vous voyez, sur 2024, on a une performance de 7%. Il compare au CAC 40. Alors, il y a un biais, hein. Il triche ici parce qu'il faut mettre CAC 40 dividendes investis, hein. Je ne suis pas sûr que ça soit dividendes investis. Mais passons.
Donc ils battent le CAC 40, ils battent le SBF 120, d'accord. En 2025, là, magnifique, plus 26%. Bon, qui a tiré ça? En fait, c'est la défense, hein, regardez. Thales, en 2025, carton plein. Safran et Engie aussi ont bien tiré. Orange aussi. Orange, c'est étonnant, hein, que soit 32%. Mais le titre était complètement décoté. Et Air France, à mon avis, c'est surtout du rattrapage. Mais qu'est-ce qui manque ici? Là, vous voyez qu'en fait, on a la performance sur 2 ans, ça veut rien dire, hein, ça veut absolument rien dire. Donc, voici ce que j'ai fait. J'ai pris, alors c'est pas hyper juste non plus comme comparaison, hein, mais c'est pour avoir une ordre d'idée, hein. C'est bon, voilà, hein, on va pas faire. Là, c'est pour regarder ce qui se passerait si on avait ce portefeuille depuis, alors le plus de temps possible, je vais m'expliquer, et qu'on le regarde par rapport au MSCI France. Donc, c'est les 58 plus grandes entreprises françaises. Bon, 10 000 € investis depuis novembre 2019. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette période? C'est qu'en fait, on a FDJ qui est coté seulement depuis novembre 2019. Donc, ça nous donne quand même une période de temps qui est relativement longue, même si c'est pas extraordinaire quand on mesure une performance. Et puis dedans, en plus, vous avez les crises ici, pandémie, plus crise inflationniste. Donc, vous pouvez voir comment ça se comporte. En vert, enfin en turquoise ici, MSCI France, donc surperformance. En bleu, c'est le portefeuille de participation d'État. Alors, j'ai pris un portefeuille équipondéré, sans rebalancement à novembre 2019. C'est pas du tout ce qui s'est passé pour le portefeuille de l'État, mais disons que c'est vous, en tant que particulier, vous amorcez votre portefeuille de 10 000 $ en novembre 2019, vous équipondérez les lignes, vous regardez ce qui se passe. Mais on voit que c'est pas terrible. En fait, vous faites une sous-performance et vous avez une volatilité supérieure, hein. Sur 5 ans, la volatilité est à 22%, alors que le MSCI France, il est à 20%, 21%. Donc, vous sous-performez en termes de rendement ajusté au risque assez nettement. Alors, ici, on se dit, bon, on veut plus historique. Peut-être que sur la même route, les participations de l'État sont plus performantes. Donc, on enlève FDJ United. Donc, ici, vous avez le portefeuille des 9 participations évoquées au-dessus, sans FDJ United. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a la même performance. Oui, mais il y a un petit problème si on regarde comme ça, c'est que là-dedans, il y a un énorme biais du survivant, parce qu'il y avait EDF, évidemment. Et donc, en tant qu'actionnaire d'EDF, vous êtes pris si vous étiez, on va dire que vous étiez rentré à l'introduction en bourse 2005, donc à peu près 30 €. Vous ressortez plus tard, le 19 juillet, à 11 €. Donc, vous prenez moins 70%. Donc, en fait, votre performance aura été très médiocre avec EDF dans votre portefeuille. Bon, autre point à regarder. Ici, alors, cette courbe est un peu difficile, enfin, cela fait un peu difficile à lire. Ce que j'ai mis, c'était à gauche, vous avez toutes les participations de l'État, et la métrique qui est affichée ici, c'est le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes. Bon, en plus, il y a un biais là-dessus, c'est qu'on paye les dividendes via les free cash flow, pas via les bénéfices. Bon, mais approximons, disons que on a une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets dans les diverses participations de l'État. Pour aller plutôt dans le sens positif pour l'État, en réalité, il est souvent sur des activités qui sont plutôt matures, sauf peut-être, on va dire Safran et Thales et Airbus aussi, où ce sont des boîtes qui consomment du cash, mais les autres participations, c'est plutôt des boîtes qui dégagent du cash, puisque c'est l'activité plutôt mature où il n'y a pas forcément beaucoup de croissance. Donc, il n'y a pas besoin de réinjecter du capital, de réinjecter de l'autofinancement pour financer la croissance. Bon, et ce qu'on regarde ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que le payout ratio, pour la plupart, il est d'une part largement au-dessus de 50%, ce qui est soutenable, 50%, mais on va dire, allez, 80%, ça reste soutenable. Mais vous avez quand même la moitié du portefeuille, 1, 2, 3, 4, 5, où le payout ratio est supérieur à 80%. Donc, l'État, le problème, c'est que l'État français, on le sait tous, il est endetté, donc il a besoin de cash qui rentre, et il va tirer du cash en fait de son portefeuille. Et malheureusement, ça met en péril les finances des entreprises. Alors, pas forcément les finances, à voir. Enfin, s'il tire du cash, vu qu'on a des payout ratios supérieurs à 100%, c'est-à-dire qu'on s'endette. Mais ce qu'on met surtout en péril, c'est la croissance future de ces entreprises. Donc, là, à mon avis, l'État est un mauvais gestionnaire parce qu'il tire trop de dividendes de ses participations. Ceci amène à conclure. Règle numéro 1, il est interdit d'investir dans une entreprise détenue par l'État. Règle numéro 2, il est interdit d'investir dans une entreprise détenue par l'État. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.